important pour les Français parce que cette couleur n'existait pas dans le peloton. Il n'y avait pas de maillot de cette couleur-là. Donc le jaune est devenu la référence. Donc tous les spectateurs peuvent le repérer, l'applaudir et accroître leur association, leur identification avec cet homme qui est à la fois très loin et très proche. C'est le repère. Alors, on cherche le maillot jaune. Tout le monde veut voir le maillot jaune. Et donc, on le cherche, on scrute, on regarde où c'est qu'il est, comment il est, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est seul. Là, le maillot jaune, mais c'est le marqueur du Tour de France. Dans les années 30, la guerre est déjà loin. À Paris, on s'amuse. Ce sont les années folles, légères, intenses. La nuit, les cabarets ne désemplissent pas. Le dimanche, les Français enfourchent leur vélo. Jeunes et moins jeunes ne sont plus de simples spectateurs. Ils succombent tous à la folie de la fée bicyclette. En l'espace de 15 ans, le nombre de vélos vendus est multiplié par 3. Une ville en particulier participe à l'essor de la petite reine en France, Saint-Étienne. Émile et Edmond Mercier sont nés ici. Fils d'un ancien ouvrier, fondateur des célèbres cycles Mercier, les deux frères se souviennent de la démocratisation du vélo pendant l'entre-deux-guerres. L'entreprise familiale se trouvait dans le quartier de la Rivière. Pour moi, ce quartier de la Rivière, c'est vraiment le quartier des ateliers. Et là, cohabitent beaucoup de métiers qui sont liés au cycle ou à l'arme. Mon père est arrivé, a fait 14-18, il avait été gazé. Il est rentré dans une maison qui s'appelait Automoto, qui était une branche de Peugeot. Et puis le cycle avait l'air de bouger. Ils ont pris un garage et il s'est mis à faire des premiers cadres. Et puis d'un petit atelier, il a pris une usine et puis c'est devenu les cycles Mercier. Dans l'entre-deux-guerres, Saint-Étienne, c'est devenu la capitale du cycle, avec donc tout ce que ça groupe, parce qu'il fallait faire des vélos, il faut des pédales, des manivelles, des éclairages, des freins, et ça a accumulé plein d'artisans qui se sont mis à fabriquer des pièces détachées. Donc ça regroupait tout le cyclisme. Pour monter un vélo, il fallait faire des courses à Saint-Étienne. Comme il y avait beaucoup de fabricants de cycles, tous les ouvriers étaient équipés de bicyclettes et venaient au travail en bicyclette. Parce que moi, je me rappelle, bon, j'avais 3 ans, mais il y a eu la folie du tandem. Mais on avait un chef d'atelier avec une femme qui était très belle en plus, donc tout le monde la regardait, et qui passait leur vie en tandem. Ils venaient au travail en tandem, et l'été, ils partaient en vacances en tandem. Ils avaient des ensembles super chics, le même pantalon, le même blouson, et tout le monde parlait d'eux, quoi. Et c'était toujours en tandem. En juin 1936, les travailleurs de France ont conquis 2 semaines de congés payés. Avec le Front populaire, les Français sont à la fête. Sans le savoir,
le gouvernement de Léon Blum vient de donner un nouveau souffle au Tour de France. Les congés payés sont une bénédiction pour la grande boucle. Chaque été, on ferme, on part, on s'en va. La clé sous la porte, la joie dans le cœur. Vers la campagne et le grand air, vers la montagne et vers la mer, vers le soleil et la santé. Le long du parcours, les juilletistes pique-niquent et attendent l'arrivée du spectacle, avec le privilège de ceux qui ont le temps. En juillet, les premiers congés payés de 1936 arrivent, voilà. Et le croisement des congés payés avec l'épopée du Tour de France, des 3 semaines du Tour de France en 1936, va former, si je puis dire, la grande histoire qui va surgir et qui va durer jusqu'à nos jours. L'avènement des congés payés est un facteur amplificateur très important parce que les gens sortent, profitent du beau temps, profitent de la nature, se rendent sur les lieux où passe le Tour de France. C'est quoi les congés payés? C'est plein de mois de juillet, il fait beau, il fait chaud, c'est du temps. Les gens s'installent sur le bord de route. J'ai ces souvenirs d'images qu'on a vues, les nappes à carreaux, les pique-niques, les paniers. Humainement, c'est complètement incroyable. Tout cela a accompagné le développement de la bicyclette, du Tour de France, et puis le plaisir de vivre et de bénéficier pleinement des congés payés. L'euphorie des congés payés ne dure pas. La course devient un parfait reflet de la montée des nationalismes qui s'exacerbent en Europe. Jusque-là, les coureurs étaient regroupés par équipes sous la bannière d'un sponsor, des fabricants de cycles pour la plupart. Au début des années 30, pour parer aux tricheries accumulées par ces enseignes pressées de s'accaparer les faveurs de tel ou tel champion, les organisateurs ont fait le choix des équipes nationales. Les noms de marques de cycles ont disparu au profit des drapeaux de chaque pays. Dix équipes internationales et le départ du Tour de France. Peut-être se trouve-t-il chez les Espagnols des spécialistes de la montagne. Les Français de l'équipe nationale aspirent à une revanche. Dès lors, les coureurs deviennent des patriotes qui font rayonner l'image de leur nation au-delà de ses frontières. En 1932, quelques mois avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler, la victoire d'étape de Kurt Stoppel est source de fierté pour les Allemands. In dieser Rundfahrt teilzunehmen. Mein Name ist Stoppel. Les nouveaux tyrans du vieux continent n'hésitent pas à instrumentaliser le Tour de France. En 1938, Mussolini s'approprie la victoire de Gino Bartali, légende du cyclisme transalpin, pour afficher la supposée supériorité de l'homme nouveau dans l'Italie fasciste. Une intrusion que goûte peu le grand Gino. Lors d'une cérémonie organisée en grande pompe à Rome pour célébrer l'équipe cycliste italienne, Bartali, dit le pieux, refuse de faire le salut fasciste devant le Duce. La légende raconte qu'il aurait jeté dans le fleuve Arno la médaille offerte par le régime.
Symbole des lignes de fracture qui se dressent entre les nations européennes, l'Italie de Mussolini, l'Allemagne d'Hitler et l'Espagne de Franco refusent de participer à l'édition de 1939 qui s'élance. En juillet 1940, le Tour de France ne part pas. Comme 25 ans plus tôt, la grande boucle s'arrête pendant la durée du conflit. Henri Desgranges, fondateur de la course, meurt. Son successeur, Jacques Godet, flirte avec les autorités vichistes et allemandes jusque dans les colonnes de son journal. Lotto, accusé de collaboration, ne survit pas à la libération. C'est la fin d'une époque. Lotto, discrédité, devient l'équipe, qui prend la relève et organise l'édition de la reprise en 1947. C'est Marcel Cerdan qui donne à l'Arc de Triomphe le départ du Tour de France 1947, le premier depuis la guerre. 100 coureurs français, belges, suisses, luxembourgeois et italiens s'élancent pour la grande ronde. Les Français retrouvent le Tour avec la ferveur des lendemains qui chantent. Le Tour de France 1947. Deux mots me viennent spontanément, la joie et la liberté.